Aujourd'hui, c'est les fans du journal débridé, les étudiants de l'IMBA Business School de Quimper qui vous souhaitent la bienvenue dans cette 39e émission du journal débridé. Lors des vacances du 1er mai, il y a eu un record de fréquentation des lieux touristiques et de voyages en train. Il y avait des touristes partout, y compris des touristes étrangers, puisque la politique visa-free pour 12 pays, dont la France, pour un séjour de 15 jours ou moins, est valide et a même été reconduite jusqu'à fin 2025. Venez nous voir! D'ailleurs, pour la première fois depuis 4 ans, c'est Yann Le Gargant, notre responsable de la post-production, qui a fait le déplacement. Cette fois-ci, nous nous trouvons à Xitang, situé au sud de l'embouchure du fleuve Yangtze, près de la ville de Jiashan, au nord de la province du Zhejiang. Xitang est entièrement construite autour de canaux, à l'instar d'autres villes vides d'eau proches de Shanghai. Les habitants des grandes villes des environs aiment s'y promener le week-end pour retrouver une impression de calme et le charme des constructions anciennes. D'ordinaire, c'est tranquille et paisible, Xitang. Enfin, sauf quand Tom Cruise est dans les parages. Oh. Allez, de toute façon, je ne peux jamais rattraper Tom. Faisons une petite balade tranquillement. Je vous l'ai déjà dit, 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Mais saviez-vous que la rencontre entre le dragon chinois et le lys, symbole de la royauté française, remonte à 1688? C'est entre autres ce qu'on peut apprendre dans la superbe exposition La Cité interdite et le Château de Versailles, les échanges sino-français au XVIIe et XVIIIe siècle, qui retracent les échanges diplomatiques, culturels et artistiques de nos deux pays. Et donc, que s'est-il passé en 1688? Louis XIV avait envoyé des mathématiciens à Pékin qui ont été reçus par l'empereur Kangxi, ce qui a officiellement ouvert les échanges politiques et culturels entre la Chine et la France. Notre amitié dure depuis longtemps. Vive le dragon, vive le lys! Et pour fêter cette amitié, quoi de mieux qu'un peu de culture? C'est possible avec la 18e édition du Festival Croisement qui a été inauguré par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, en présence d'une marraine et un parrain de prestige, Michel Yon et Jean Todt. Exceptionnellement étendu d'avril à décembre, le festival proposera plus de 400 événements dans plus de 30 villes chinoises. C'est le principal festival culturel étranger en Chine. Cocorico! Une chorégraphie virale et la coupe référence chez les jeunes filles. C'est quoi? On vous explique tout. En Chine, les élèves peuvent être jusqu'à 30 par classe et c'est souvent la cohue dans les couloirs et les cours de récré. Pour permettre aux élèves de se défouler entre deux cours, à Huaihua, un professeur enseigne une chorégraphie sympa à ses élèves et le résultat est impressionnant. On dirait qu'ils sont prêts pour la cérémonie d'ouverture des JO de 2024. Vous imaginez ça dans les bureaux en open space pour se défouler après une réunion un peu longuette? Et dans les écoles chinoises, cela fait longtemps qu'on a adopté l'uniforme scolaire. Mais pourquoi toutes les filles ont aussi l'air de porter la même coupe de cheveux? La coupe catfish whisker, moustache de poisson-chat, est un compromis entre la queue de cheval réglementaire et le style. La fine frange permet de cacher les yeux des plus discrètes et les mèches sur le côté d'affiner le visage. Vous pensez que ça m'irait? On croyait que les Américains étaient les rois du XXL. Mais les Chinois ne sont pas en reste, à en croire ce magasin qui vend des snacks dans des paquets démesurés. Les gourmands pourront dire « mais je n'ai mangé qu'un seul paquet de chips ». Et pour les plus motivés, sachez qu'on peut les trouver dans ce magasin de 2 étages.
Il faut au moins ça pour contenir ces paquets géants chez Lingshi很大 by Lingshi很忙 à Changsha, dans la province du Hunan. Mais je vous préviens, il y a une file d'attente énorme. Vous le savez, au journal débridé, on aime les robots. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut les recharger. La preuve, ce robot qui tente de rentrer au bercail, mais qui trouve porte close devant un commissariat à Nankin, il me fait un peu penser à Wall-E de Disney, non? Mais un Wall-E doté de paroles. Pour continuer avec les robots, parce qu'au fond, je sais que vous aimez ça, voici un petit florilège. Un robot humanoïde a suscité l'attention et l'amusement sur les réseaux sociaux chinois en raison de son style de marche bizarre, qui rappelle celui d'une grand-mère. Mais il ne faut pas se moquer des robots, ni des mamies d'ailleurs. Bon, il faut avouer que sa petite danse de bienvenue est sympa. On dit souvent que les robots vont remplacer les humains. Dans ce restaurant, on prend le parti inverse. Une serveuse imite la gestuelle des robots. C'est tellement bluffant qu'on croirait un vrai. Certains clients ont critiqué cette démarche. D'autres ont trouvé l'expérience amusante. En tout cas, on peut saluer la performance de la jeune femme. Encore des inventions originales. On continue avec les savants fous. Pour twister un peu les JO, quoi de mieux que du badminton ou du foot, avec des instruments en métal. C'est sûr que ça rebondit moins, mais ça fait les muscles. Et on ne pouvait pas parler d'invention sans mentionner notre chouchou. Il a tout simplement révolutionné la béquille, soi-disant parce que les personnes en fauteuil roulant se moquaient de sa démarche. Il a créé des béquilles multifonctions et électriques. Elle vous donne une démarche plus assurée. Il y a même un porte-téléphone, une boussole, une longue vue pour les pirates des temps modernes. On parle aussi souvent de café dans le journal débridé, c'est notre côté assez français. Mais là, j'ai l'impression qu'ils le font exprès de créer des recettes improbables. Regardez plutôt. On trouve désormais du café latte à l'œuf de 100 ans. Je ne sais pas si le lait aide ou pas dans ce mélange. Ou bien du café à la ciboule. Ouais, ça rajoute des légumes verts dans l'alimentation. Cela vient de la dark trend qui consiste à associer deux éléments très éloignés en cuisine. Mais est-ce que c'est bon? Vous voudriez tester lequel? La chaîne de hot pot Haidilao est connue pour la multitude de ses services. Pour rester au top et créer une ambiance de folie, certains de ses serveurs dansent quand ils vous servent. Leur niveau est tellement bon qu'ils ont formé un boys band. Bon, ils ne chantent pas, mais il ne faut pas trop leur en demander quand même. Autre style de danse, la danse du scooter, fait un malheur chez les jeunes, et jusque dans les maternelles. Et pourtant, elle serait originaire du Yunnan, de la minorité Wa. Comment la pratiquer? C'est simple, imaginez que vous démarriez une vieille bécane et dansez en tenant en main un guidon imaginaire. Le tout sur une musique électro bien forte. Vous tenez un clip viral sur TikTok. Voilà pour les actus de ce mois-ci. Comme d'habitude, j'espère que vous avez bien apprécié et à tout de suite pour Sur le bout de la langue. Dans l'émission précédente sur le verlan chinois, je vous avais donné un petit devoir. Que signifie shui ya et ya shua? Voici les réponses. Shui, c'est brosser. Ya, les dents. Donc shui ya, se brosser les dents. Et ya shua, la brosse à dents. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vous donne un autre petit cours de linguistique s'intitulant Ni oui ni non. Allez, c'est parti. Lorsque vous apprenez le chinois, vos amis curieux vous posent souvent des questions telles que « Alors, comment on dit oui en chinois ?» Vous direz sûrement « shi » ou « tui » ou encore « hao » ou peut-être « kei ». Avez-vous donné la bonne réponse? Moi, je dirais oui et non, car « shi » est un verbe qui signifie être, « tui » veut dire correct, « hao » veut dire bien, « kei » signifie possible, faisable. Bien sûr, dans différents contextes, ces mots ont le sens de « oui ». Mais si on veut être précis, il est important d'expliquer que la langue chinoise ne possède pas de mots équivalents exactement à oui et non dans le sens strict. En effet, en chinois, les réponses affirmatives et négatives n'utilisent pas de mots spécifiques comme oui et non. Je vous vois venir. Comment ça? Et comment on fait alors? Eh bien, on répète le verbe pour l'affirmation pour dire oui et on rajoute le mot pou qui veut dire ne pas devant le verbe pour la négation. Exemple, Ni hui shuo zhongwen ma? Tu sais parler chinois? Si c'est oui, on dit hui, savoir. Si c'est non, c'est pu hui, ne pas savoir.
Beaucoup d'entre vous connaissent ces règles. C'est un peu la base de l'apprentissage de la langue chinoise. La raison pour laquelle la langue chinoise semble manquer de mots spécifiques pour oui et non est en partie due aux spécificités culturelles. Comme vous le savez, les Chinois ne disent jamais non. Dans la culture chinoise, il est souvent considéré comme impoli ou abrupt de donner une réponse négative. Ainsi, les Chinois préfèrent des formes de réponse plus nuancées pour maintenir l'harmonie et éviter les confrontations. Surtout dans le monde du business. Et oui, c'est toujours une question d'harmonie. En effet, une langue reflète une culture. Parfois, un mot est un concept à part entière qu'on ne peut pas traduire vraiment dans une autre langue. Tenez, le mot cool en anglais, son équivalent en français, c'est frais. En chinois, liang. It's cool en anglais est devenu c'est cool en français. Vous ne dites pas c'est frais. On perd tout son sens, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil en chinois. Nous avons choisi le mot cool pour dire c'est cool, dû à sa ressemblance phonétique. Les Chinois et les Français ont adopté le concept de cool. De ce fait, parfois, il est extrêmement difficile de trouver des équivalents dans nos deux langues en raison des concepts culturels différents. Les mots français tels que dépaysement, galanterie, savoir-vivre ne sont pas faciles à traduire en chinois, tandis que certains mots chinois ne trouvent pas non plus leur équivalent en français. Allez, quelques exemples intéressants. On commence par un mot facile. Mienzi. Ce mot fait référence à la notion de visage ou d'honneur social, mais il englobe également les concepts de respect, de réputation et de considération pour les sentiments des autres. Une fois n'est pas coutume, l'expression perdre la face vient bien de Chine, car on dit en chinois Tiu Mienzi. Ces exemples montrent parfaitement l'acceptation du concept chinois dans la langue française, mais pas forcément dans la culture française en fonction des situations. Qi, vous le connaissez sûrement, car il y a plein de gens qui pratiquent le Qigong en France. Ce mot peut signifier air, souffle, énergie ou esprit, mais il est souvent utilisé dans des contextes plus larges pour décrire un concept holistique de force vitale ou d'énergie interne. Yuanfen, celui-là, un de nos invités mystères en a déjà parlé. Ce terme décrit une idée complexe de destin ou de lien prédestiné entre les gens, souvent associé à des rencontres fortuites ou des relations significatives qui semblent être prédestinées. Tuan Yuan, Tuan, unir, Yuan, rond. Ce terme désigne le fait de se réunir en famille ou entre amis, souvent lors d'occasions spéciales comme les fêtes, mais il capture également un sentiment de bonheur et de plénitude qui peut être difficile à exprimer en français. Ces mots représentent des concepts culturels, émotionnels ou sociaux spécifiques qui peuvent être délicats à traduire en français sans perdre certaines de leurs nuances ou de leur richesse sémantique. Allez, pour terminer, un petit devoir. Connaissez-vous ces deux mots-là? Expliquez leur sens dans les commentaires. Je, non, et xian. Allez, on repart à Shanghai pour retrouver notre invité mystère. Bonjour Yanzi. Bonjour Lisson, bienvenue chez Bonjour Ron. Merci, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? T'as toujours mis ton pantalon jaune? Bah écoute, il est là à tous les moments forts, donc ça en fait partie. Ah oui, je suis flatté. Écoute, pour rendre l'appareil, et j'ai mis mon pantalon turquoise. Il est extra, et ta veste aussi. Merci. Viens dans mon bureau. Bonjour, je m'appelle Jing Yang, et on m'appelle Jing en France. J'ai 40 ans, de toute façon après 40 ans je compte plus. Et j'ai passé à peu près 20 ans en France, 20 ans en Chine, et je suis aussi le fondateur de Bonjour Brand, la plateforme des créatifs, des designers français, européens en Chine. Bon, Yanji, pour commencer, peux-tu nous raconter un peu de ton histoire avec la France? Alors, c'est une histoire qui commence depuis 2000. Je galère beaucoup à l'école. Je ne comprenais pas pourquoi je travaillais. Je posais beaucoup de problèmes à mes parents. Donc, vraiment par hasard, mon papa a eu l'info de pouvoir envoyer son enfant en France. C'était vraiment la première. Nous, on est vraiment la première promotion qui était libre de choisir une école en France. Donc en 2000, j'ai eu la chance d'aller à Paris et j'ai appris pendant 9 ans à dessiner. Le dessin, ça a toujours été une passion. Mais quand j'étais à l'école, tout le monde ne s'était pas considéré. Et là, c'est en arrivant à Paris que il y a eu plusieurs chocs. Le premier choc, c'est que première fois, genre troisième jour, arrivé à Paris, on nous a invités d'aller sur les Champs-Élysées. Et quand j'étais vraiment très étonné devant les grandes boutiques, le type Vuitton ou Cartier,
Et je ne comprenais pas en fait comment des marchandises peuvent être aussi jolies, aussi splendides dans un endroit incroyablement beau. Donc c'est là que cette idée du design, je connaissais même pas le terme design à l'époque. Cette petite idée m'a orienté à une école de design qui s'appelle Créapol. Enfin, le TESA m'a rendu service, donc j'étais très bon à l'école. Et 5 ans plus tard, j'étais un des premiers qui a trouvé du travail dans une agence de publicité. Après tant d'années vécues à Paris, pourquoi tu as décidé de revenir en Chine? En 2018, on était en France. J'ai fondé ma petite famille avec Siu et avec qui j'ai aussi fondé Bonjour Brand avec elle. On a eu 2 enfants. Et quand on était à Paris, un jour, mon fils César, qui est rentré de l'école maternelle, commence à me dire que le chinois ne servait à rien. Et parce qu'il n'y avait que nous deux qui parlaient à la maison et à l'école, personne ne parlait chinois. Et donc, avec ma femme, on commence à vraiment réfléchir sérieusement à un retour. Et cette décision, après 6 mois, on a décidé de les emmener à un endroit où le chinois va vraiment servir à quelque chose, qui était la Chine. Et donc, on a décidé de venir à Shanghai. À la base, ni moi ni ma femme sont shanghaïennes. Moi, je viens du nord, de Shanxi. Et donc, on a décidé d'aller à Shanghai parce que c'est quand même une très belle ville, hein, internationale. La culture française est ancrée dans cette société. Concrètement, qu'est-ce que c'est Bonjour Brand? Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, Bonjour Brand, avant tout, c'est un rêve. C'est un rêve de dire que la créativité ne doit pas connaître des frontières et à travers différentes cultures et à distance, on devrait arriver à travailler ensemble, innover ensemble. Aujourd'hui, on réunit plus de 1500 créatifs, designers, ceux qui ont des idées, qui essaient de faire avancer le monde tous les jours, européens. Donc, dont à peu près 1000 Français et 300 Italiens et 200 venant de 27 pays différents. Nous avons d'abord eu l'idée de faire monter un événement, ça s'appelle Bonjour Brand Forum. Bon, c'était le premier forum qui faisait le croisement entre la culture et le commerce. Donc on trouvait ces échanges étaient nécessaires. On a monté l'événement il y a 10 ans entre les designers français. De l'autre côté, on a fait venir les businessmen chinois. Et donc toute cette communauté-là qui aide à la rencontre des grands groupes chinois et ensemble, ils font des nouveaux produits. Et depuis quelques années, on s'est concentré vraiment dans un cadre de lifestyle. Et concrètement, les designers français n'ont pas besoin de se déplacer. Donc ils travaillent depuis Paris ou depuis Milan. Et de ce côté-là, quand on fait le matching, quand on a un industriel ou une marque qui souhaite collaborer avec lui, bah là, il y a un projet qui se fait. Bonjour Brand, aujourd'hui, est devenu une marque, une fenêtre. À travers cette fenêtre-là, et que les marques chinoises voient le monde de l'externe, et à travers aussi les yeux des créatifs, ils comprennent leur marché. Donc depuis toutes ces années-là, nous avons 4 bureaux. Ici, on est à Shanghai, on a un bureau à Pékin, on a un bureau à Paris, et récemment, on a ouvert un bureau à Milan. Et plus de 500 collaborations et 2000 nouveaux produits qui ont vu le jour grâce à ce petit bonjour. Plus de 100 millions de jeunes consommateurs ont été bénéficiaires de cette idée-là, ont au moins acheté un produit. Et depuis ces derniers 10 ans. Donc on est très fiers de Bonjour Brand. Donne-nous quelques exemples de collaboration. Il y a quelques années, on avait travaillé pour une marque qui s'appelle Chow Tai Fook, qui est très connue en Chine, à Hong Kong, qui est en termes du business, ce qui est le numéro 1 de joaillerie du monde. Et on avait fait une série de bijoux avec 6 designers et pour une collection de à peu près une trentaine de pièces. Et le thème de ce travail, c'était la rencontre de la Cité interdite et le château de Versailles. Quelle est la clé du succès de Bonjour Brand? La clé du succès de Bonjour Brand, je crois que c'est avant tout un amour des 2 pays. La plupart des collaborateurs ont une vécu chinoise et française. Et ben nous, typiquement, la moitié de ma vie. Et mon associée Jen, qui est la patronne de notre bureau à Paris, elle aussi, ça fait genre 16 ans qu'elle vit à Paris. On a sûrement plein d'autres, de l'expérience, quitte à avoir travaillé dans des agences. Mais je pense qu'avant tout, c'est un amour. Comment tu projettes Bonjour Brand dans les années à venir? On veut continuer à faire dialoguer la culture
Et aujourd'hui, ce qu'on a observé de nos clients, c'est que les marques chinoises voudraient, la tendance de la go global, aller vers les marchés internationaux. Notre métier, c'est le design. Le design, c'est avant tout de l'empathie. Et c'est de mieux connaître en fait les besoins des autres, aller vers l'autre. Et donc, je trouve que c'est une super tendance. Et cette tendance-là va bien au-delà du commerce. Si on se dit d'ici 10 ans, c'est d'accompagner les marques chinoises, de mieux véhiculer l'image de la Chine et de la culture chinoise, tout en restant ouverte vers le monde. Et je pense que c'est vraiment un grand mouvement pour les marques chinoises d'aller à l'étranger, mais c'est pas une opportunité chinoise. Ça devrait être une opportunité mondiale et que basée sur la collaboration. Donc j'espère qu'on se verra dans 10 ans et pour le 20e anniversaire de Bonjour Brand, j'espère qu'on en sera là à ce moment-là. Merci pour cet accueil, c'était super intéressant. Merci d'être passé. Et pour ceux et celles qui veulent connaître plus sur Bonjour Brand, comment on fait alors? C'est très simple, c'est bonjourbrand.com. D'accord. Voilà. Et bien sur ce, je te laisse. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite. Bye bye. Ciao. Voilà, ainsi s'achève notre 39e émission du journal débridé à Xitang. Je vous retrouve dans un mois pour la 40e émission du journal débridé. Allez, à très vite.